Et on va s'intéresser au microbiote intestinal de l'enfant, et on va voir de l'enfant, voilà, ça va de quel âge à quel âge, docteur enfant, on va en parler. C'est le professeur Jean-Pierre Hugo qui a accepté d'intervenir pour nous sur ce sujet, qui est professeur et chef du service d'hépatogastroentérologie à l'hôpital mère-enfant Robert Debré de la PHP. La parole est à vous. Merci Rodolphe, donc bonsoir à tous. Je vais essayer d'éclairer un petit peu les choses du côté pédiatrique, puisque c'est mon métier. Et je vais peut-être repartir de ce que disait le professeur Patrice Debré, puisque on vit dans un monde qui est microbien. Les microbes sont partout, il vous l'a bien expliqué. Ils étaient là bien avant nous, ils sont apparus 500 millions d'années après la naissance de la Terre, il y a presque 4 milliards d'années. Nous, les êtres dits supérieurs, les organismes supérieurs, on arrivait beaucoup plus tard. Et donc il a fallu s'installer dans ce monde qui était déjà très microbien. Il est microbien partout. Il y a des microbes sous la terre, des profondeurs de plus en plus importantes qu'on découvre sous la mer, dans les failles océaniques, sur les peaux, il y en a partout. Et il y en a, c'est bien sûr, ils sont beaucoup plus adaptés que nous, êtres dits supérieurs, et il faut donc faire avec. Et donc l'idée, jusqu'à maintenant, a été qu'il a fallu cohabiter avec ces microbes, et dans la phylogénie des espèces, je dirais que les premiers êtres supérieurs, les plantes, les insectes, les mollusques, eh ben, ils ont essayé de faire, de se protéger. Et ils sont protégés en créant des barrières, la cuticule, l'écorce, du mucus, tout un tas de choses. Et puis en créant des molécules, des protéines anti-inflammatoires, des protéines antibactériennes qui vont tuer les bactéries. Et puis, probablement, à l'époque des vertébrés, et Patrice Debré me dira s'il est d'accord avec l'hypothèse, il est possible que l'immunité adaptative est apparue. L'immunité adaptative, c'est quelque chose qui permet de se défendre contre des antigènes, des molécules qui sont très spécifiques. Et il y a une chercheuse de Hawaï qui a proposé qu'en fait, l'immunité adaptative a été développée par les vertébrés pour essayer de cohabiter mieux avec les bactéries de notre environnement, et de ne plus se défendre contre tout, mais d'être sélectif vis-à-vis de quelques microbes considérés comme pathogènes, et d'accepter les autres. Et in fine, je pense que cette idée est probablement à creuser. Et je fais cette analogie parce qu'en fait, culturellement, on a le même problème, et Patrice Debré vous l'a dit tout à l'heure. Initialement, on a voulu se défendre des microbes, on a créé l'hygiène, la propreté, on s'est focalisé là-dessus. Et puis vraiment maintenant, le challenge, c'est de se dire, ces microbes, ben, finalement, on vit avec, ils nous sont utiles, et c'est nos amis, et peut-être qu'il faut, au lieu de lutter contre eux, ben, s'associer, et puis en faire des amis. Et vous allez voir qu'en pédiatrie, c'est exactement la question posée que je vais développer. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le microbiote de l'enfant? Vous voyez sur cette diapositive la dissemblance, plus on va à droite, plus il y a une dissemblance entre les individus. Et vous voyez que chez les enfants de moins de 3 ans, eh bien, il y a beaucoup plus de dissemblance entre les individus que si vous prenez des enfants plus vieux ou des adultes. Et ça, c'est vrai dans 3 populations qui ont été étudiées dans cette étude, les Malawi, les Amérindiens ou des gens qui vivent aux États-Unis. Et donc, en fait, avant l'âge de 3 ans, le microbiote, il est très divers d'un enfant à l'autre. Il n'est pas stabilisé, il est très varié, très différent. La diapo suivante. Et donc, après, quand on suit le microbiote, toujours sur ces 3 populations, eh bien, vous voyez qu'après 3 ans, pendant de 0 à 3 ans, ces petits encarts en haut, eh bien, le microbiote va se diversifier, le nombre d'espèces différentes présentes dans le microbiote va augmenter, et ça va se stabiliser à l'âge adulte, avec, vous voyez, quelque chose qui reste au fil des années, en notant qu'aux États-Unis, le microbiote est moins diversifié que dans les 2 autres populations. Et effectivement, on s'aperçoit que la diversité du microbiote est moins bonne dans les pays développés que dans les pays dits en voie de développement. Et en réalité, s'il y a un point commun entre tous les microbiotes qui ont été associés à toutes les maladies, il y en a beaucoup. Le point le plus souvent retrouvé, c'est quand même la diversité du microbiote, c'est-à-dire d'avoir un microbiote où il y a peu d'espèces représentées, un microbiote simple, est plutôt associé à des maladies que d'avoir un microbiote très varié, très divers. Alors en même temps que s'installe ce microbiote qui se diversifie et qui se stabilise, eh bien, il y a des réactions immunitaires qui apparaissent, et dans l'organisme, via l'intestin,
eh bien, il y a un dialogue qui se passe entre les cellules immunitaires de la muqueuse intestinale qui vont recirculer et donner d'autres signaux, et puis ce microbiote qui s'installe. Alors les données qu'on a dans l'interaction sur le microbiote et la muqueuse intestinale, l'immunité, sont surtout des données chez la souris. J'en parlerai pas ce soir parce que je pense qu'on a peu de choses chez l'homme. C'est d'ailleurs souvent sur des modèles assez grossiers, c'est-à-dire c'est des souris sans microbiote ou avec des microbiotes. Et évidemment, personne n'est sans microbiote, on vit tous parmi des bactéries qui nous entourent. Et donc la question est moins celle-là que de savoir si des petites différences dans la composition de notre microbiote peut changer les choses. Alors, qu'est-ce qui joue sur ce microbiote quand il s'installe? Eh bien, il y a quelques facteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais on est très loin d'avoir tout étudié et tout réfléchi. On n'a même pas, toutes les idées n'ont pas été testées. Et donc, il y a du travail à faire, et c'est ce qu'on se propose de faire. Et donc, vous voyez sur cette diapositive l'idée de la composante génétique dans le microbiote. En réalité, vous avez toujours la différence entre les individus. Plus on va vers le haut, plus on est différent. Plus on va vers le bas, moins on est différent. Donc quand on se compare à soi-même, on est assez proche. Il y a une certaine stabilité du microbiote, ce qu'on appelle, il y a même une résilience, c'est-à-dire que si on introduit un déséquilibre dans le microbiote, notre microbiote individuel est capable de revenir à son état normal, plus ou moins, en quelques semaines. Mais vous voyez que chez les jumeaux monozygotes, qui sont des individus qui sont génétiquement identiques, eh bien, vous voyez que le microbiote est beaucoup plus dissemblant qu'entre deux personnes qu'entre la même personne. Ce qui suggère quand même qu'il y a d'autres facteurs que génétiques qui jouent un rôle. Et quand on compare la ressemblance entre les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes, qui eux ne se ressemblent que pour la moitié de leur génome, eh bien, vous voyez que la ressemblance est à peu près la même, ce qui suggère que la composante génétique dans le microbiote est relativement faible. Et effectivement, les derniers travaux sur des très grosses études internationales qui datent de l'année dernière montrent qu'il y a assez peu d'associations entre des gènes précis et des espèces bactériennes de notre intestin. Donc, je dirais que la génétique a probablement un rôle relativement modeste dans l'établissement du microbiote, tout au moins pour ce qu'on en sait aujourd'hui. Après, la deuxième question qui est revenue un petit peu, on pense qu'on est stérile, qu'on vit dans un monde stérile au sein du ventre de notre maman, mais en réalité, cette question, qui est un classique, a été remise en question récemment, et il y a plusieurs études qui ont essayé de regarder si on pouvait trouver de l'ADN microbien dans le placenta, le liquide amniotique ou le premier méconium du bébé. Et quelques études rapportent effectivement un peu d'ADN microbien en très petite quantité. Je vous ai mis pour le placenta là-haut la quantité, ce qui représente extrêmement peu de choses. Et donc on a probablement un petit peu de contact avec de l'ADN microbien. Est-ce que c'est des vrais microbes entiers? C'est pas du tout sûr. Il est possible que ce soit des déchets microbiens qui circulent un petit peu. Et il y a même les dernières études suggèrent que ça puisse être simplement des contaminations, parce que quand on a un taux très faible de microbes comme ça, peut-être qu'il faut être extrêmement drastique sur le fait de ne pas toucher du tout le prélèvement qu'on fait. Donc on va rester dans l'idée aujourd'hui que le fœtus vit quand même dans un monde grossièrement stérile, même s'il y a une petite remise en question aujourd'hui de cette question. La diapo suivante, donc après on est, et à la naissance ça vous a été dit par Harry Cole et par Patrice Debré, eh bien la voie d'accouchement joue un rôle, et vous voyez ici l'évolution des taux de césarienne, c'est un travail finlandais, mais on pourrait montrer ça dans d'autres pays, et vous voyez qu'on est à plus de 20% d'accouchement par césarienne aujourd'hui en Finlande, on est à plus de 30% aux États-Unis, il y a certains pays où on est à 50%, en France on est plutôt réservé, donc le taux est moins élevé. Diapo suivante. Et donc si on regarde le microbiote des bébés qui sont nés par césarienne, qui sont ici en bleu clair, eh bien on voit que leur microbiote ressemble de façon assez proche au microbiote de la peau de la maman, qui est en bleu foncé, alors que les bébés qui sont nés par voie naturelle, par voie vaginale, eh bien ils ont un microbiote qui est proche du microbiote qu'on retrouve dans le vagin de la maman. Et donc, ça témoigne qu'effectivement, on se contamine par la voie où on passe, qui n'est pas très exceptionnelle et très inattendue. Diapo suivante. Alors, le problème, c'est que la naissance par césarienne a été associée à toute une série de maladies que je vous ai listées un petit peu ici, et qui sont écrites en rouge. Alors, c'est des associations, ce n'est pas des preuves de causalité, c'est juste de dire, ben voilà, il y a deux choses qui surviennent ensemble, et bien sûr, c'est pas une certitude que ce soit un lien de causalité. Hein. On peut avoir une belle-mère et avoir une allergie, et ça peut ne pas être
quelque chose qui soit relié, quoique ça dépend. Mais disons que le doute, il y a un doute. Donc là, vous voyez qu'il y a un doute sur la naissance par césarienne et l'apparition de maladies ultérieurement quand on est adulte. La diapo suivante. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, on va essayer de restaurer un microbiote normal. Il y a des études qui ont été mises en place pour coloniser le bébé à partir d'un tampon vaginal qui est mis dans le vagin de la maman pendant l'accouchement. Et donc, au moment où le bébé sort par césarienne, on va lui barbouiller la figure et le corps avec ce tampon vaginal pour essayer de lui donner un microbiote qui soit naturel, entre guillemets. La diapo suivante, et alors ça marche plus ou moins à court terme. La diapo suivante. Alors après, quand on est né, on va manger, et donc il y a plusieurs façons de manger, vous le savez, pour les bébés. C'est soit l'allaitement maternel, soit une alimentation artificielle. Et donc il y a des études qui montrent que quand on a un allaitement maternel, on a un microbiote qui est très différent de quand on a une formule lactée du commerce. Et en fait, pendant les tout premiers mois de vie, le microbiote des bébés allaités est simplifié par rapport à un microbiote d'un bébé qui est au biberon. Vous voyez ici la diversité en ordonnée, l'âge du bébé en abscisse. Et vous voyez que pour les jaunes qui sont ceux qui sont au biberon, eh bien, la diversité est plus grande. Mais par contre, après l'âge d'un an, ça s'inverse. Et je vous ai dit déjà que la diversité est un facteur qu'on surveille un petit peu parce qu'on pense que c'est peut-être un des facteurs importants qui puisse jouer un rôle dans les maladies plus graves. La diapo suivante, alors donc du coup, après bien sûr l'allaitement on est diversifié, on mange des choses diverses et variées, et il y a des études qui montrent, ça c'est un travail qui a été fait par des collègues de Florence, qui montrent que les bébés, les jeunes enfants, les nourrissons de Florence ont bien sûr une flore qui est très différente d'enfants qui là vivent au Burkina Faso et qui ont une alimentation très différente. Alors en réalité, les études vraiment bien menées sur qu'est-ce qu'on mange et comment ça fait bouger la flore sont assez peu nombreuses, tout le monde à ma connaissance, peut-être Harry aura plus d'infos, mais indéniablement il y a un travail à faire pour mieux comprendre ça. On reste encore quand même dans des choses relativement grossières. La diapo suivante. Alors le dernier paramètre que je voulais évoquer avec vous et qui a déjà été cité par nos deux intervenants avant, c'est les antibiotiques. Alors la présence traitée par antibiotiques les enfants est associée avec beaucoup de maladies survenant ultérieurement, soit pendant l'enfance, soit plus tard chez les jeunes adultes. Et donc la question s'est posée de savoir si ces antibiotiques avaient un rôle. Alors comme pour tout à l'heure, une association n'est pas une preuve de causalité, c'est pas parce que vous avez une association entre la prise d'antibiotiques et le fait d'être malade plus tard, il peut y avoir des tas d'autres paramètres qui jouent un rôle. Par exemple, vous avez un pharmacien à côté de chez vous, tout bêtement. Et donc, cette association n'est pas signe de causalité. Pour aller vers la causalité, les épidémiologistes essayent d'avoir des arguments supplémentaires. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ici. Et un des arguments, c'est ce qu'on appelle l'effet dose, c'est-à-dire que plus on prend d'antibiotiques, plus le risque augmente. Ça, c'est un argument un peu en faveur de la causalité. Et dans cette étude que vous voyez ici, et bien plus la maman a acheté d'antibiotiques pendant sa grossesse, c'est le diagramme de gauche, ou plus l'enfant a eu d'antibiotiques, c'est le diagramme de droite, c'est dans la première année de vie, et bien plus le risque d'asthme qui va se développer dans la deuxième partie de l'enfance va augmenter. La diapo suivante, ça c'est vrai pour l'asthme, mais si vous regardez la diapo de gauche, le nombre d'expositions aux antibiotiques est aussi associé à l'obésité. C'est j'ai pas de laser, mais c'est à gauche. Et de manière intéressante aussi, plus la prise est précoce des antibiotiques, plus ça semble être associé à l'obésité plus tard. Mais je vous ai montré ici deux diapos, mais on pourrait vous le montrer pour les maladies inflammatoires de l'intestin ou pour d'autres maladies. Donc la diapo suivante, pour conclure, on a aujourd'hui beaucoup d'associations entre des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale et toute une série de maladies. Harry Sokol vous l'a dit. Je vous ai mis ici une liste. La liste est un peu à la Prévert. Il y a beaucoup de choses très différentes avec des éléments qu'il faut comprendre, qui sont loin d'être complètement résolus, qu'il faut probablement décortiquer avant de les prendre comme réellement des vérités de notre époque. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie question, la diapo suivante, et cette question, elle pose le problème de savoir si l'installation du microbiote qui survient dans les 3 premières années de vie ne doit pas avoir un
un rôle important et qu'il faut surveiller. Et nous, on pense en pédiatrie qu'on a un rôle à jouer pour comprendre l'impact du microbiote, y compris dans ses conséquences à l'âge adulte. Voilà, merci de votre attention. C'est l'hôpital de l'enfant Robert Debré, effectivement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On va aller très vite. Une ou deux questions très rapides avec une ou deux réponses très rapides. D'abord, j'ai une question. Alors, on a la chance à la paix d'avoir une grande page, beaucoup de patients. Il y a un entrepôt de données qui permet d'avoir une vision assez large de telle maladie qui peut être relatée à telle ou telle chose. Est-ce que du coup vous avez commencé à travailler avec l'entrepôt de données pour l'interroger, pour voir si vous voyez des choses qui pouvaient vous intéresser ou confirmer des hypothèses? Oui, c'est une très bonne remarque. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait les données de microbiote dans l'entrepôt de données pour pouvoir faire des corrélations. Et ça, malheureusement, c'est un sujet qui est compliqué puisque le microbiote, on ne l'analyse pas en routine, on ne l'analyse pas en pratique courante. Ce n'est pas des choses qui se font de manière habituelle. On fait quelques tests sur quelques microbes, en général pour des pathogènes. Mais analyser le microbiote, c'est un gros travail. C'est un coût, c'est pas négligeable, et ça n'a pas aujourd'hui de justification clinique puisqu'on a rarement des conséquences en termes de traitement ou de prise en charge. Donc on n'a pas ces données disponibles pour les croiser avec les données cliniques. Césarisé, non césarisé. Voilà, mais le problème c'est après d'avoir le microbiote. Donc il faut effectivement générer des études basées sur l'entrepôt de données, et ça on est bien d'accord que c'est l'avenir. il y a une dernière question. Eh bien, merci beaucoup, professeur Hugo.